Bien le bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, nous sommes sur Woluwe chez Slumberland librairie auprès du Wally Shopping afin de réaliser pour B de Best, vous en doutez, une petite capsule alors qui sera en ce samedi 29. Pas beaucoup d'indices. Pourtant, l'an dernier, on l'avait déjà croisé pour le tome 1, un univers entièrement créé, entièrement sorti de son imagination fertile, un petit jeu vidéo qui accompagne le tout. Vous avez une petite idée? Ben oui, évidemment, nous recevons, plutôt c'est lui qui nous reçoit chez Slumberland, Jérémy pour le tome 2 de Vesper. Comment vas-tu, Jérémy? Ça va, ça va. Pas trop fatigué? Un peu. Un peu. Quelques petites questions, c'est possible? Oui, je t'écoute. Super. Tome 2 de Vesper. Tu nous avais dit qu'effectivement tu avais bien avancé l'an dernier. On voit qu'il est sorti. Toujours une couverture fort accrocheuse, fort, je vais pas dire agressif, mais en tout cas personnage clé, personnage mystère. Tu les choisis comment, tes couvertures? Déjà en fonction du titre. En l'occurrence, oui. Là, c'était l'Amazone et l'Archimériste. Après, il faut quand même... J'ai hésité sur l'Archimériste. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de représenter un personnage comme ça sur une couverture? J'étais un peu frileux. Je me dis, j'ai pas envie que les gens soient trop apeurés. Il est un peu troublant d'ailleurs, parce que honnêtement, quand tu regardes pas attentivement la première fois, tu vois pas la main, la bouche dans la main. Bouche, ouais. Tu te dis la bouche, mais non. Et puis c'est seulement après, quand tu observes, c'était une volonté de créer ce monstre avec cette bouche dans la main, dans la paume de la main. Il fallait un personnage au design original. Et je sais pas trop d'où ça m'est venu. Je me suis dit, moi, je vais faire sa bouche dans sa main. Je sais pas pourquoi. Mais je l'ai fait. Alors je l'ai senti comme ça, je l'ai fait. L'idée du personnage, c'est qu'il est surtout une âme, un esprit qui s'est forgé à un corps. Donc le corps n'a pas vraiment d'importance. Il peut avoir assemblé son corps comme ça à partir de morceaux. Et fonctionner comme ça. Et de ce fait-là, j'étais assez libre pour créer son design, mais j'avais, je sais pas, l'envie de faire cette bouche dans la main qui me semblait judicieuse, puisque dans l'histoire, il est capable d'absorber les âmes avec. Tu as encore énormément de personnages de ce type pour les tomes 2 et suivants? J'espère que... non, pas du même genre, mais en fait, j'ai envie qu'à chaque album de Vesper, il y ait toujours des nouveaux personnages qui arrivent avec des designs intéressants. Parce que la fantasy me permet justement de créer toutes sortes de designs. Oui, il y aura encore de nouveaux personnages qui vont arriver par la suite, mais les principaux ont été présentés. Tu avais décidé de faire un album moins violent, éventuellement moins action que le premier? Tu trouves qu'il y a moins action? Je trouve que les 2 ou 3 flashbacks que tu mets, notamment celui du début, ils sont violents évidemment, mais ils permettent en réalité de refaire une chronologie, de recréer un peu l'historique. Ouais, amoureux des 2 personnages, et ça adoucit un tout petit peu. Ouais, en fait, c'était important de jouer avec les deux, vu qu'il y a une violence assez extrême par moment. C'est aussi intéressant d'avoir des moments de douceur et des moments plus légers. En fait, c'est cette alternance qui permet de créer des émotions à certains moments donnés de l'histoire, de justifier aussi le fait qu'il y ait quand même un peu de bonté dans ce monde-là, qu'il n'y ait pas que de la violence. C'était important pour moi de montrer ça. Et je ne pouvais pas le faire au tome 1 parce que Vesper et Crimson se connaissaient déjà. Et ce qui m'intéressait dans le tome 1, c'était surtout la mutilation de Vesper, donc pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et je n'avais pas l'occasion de montrer leur rencontre et j'avais envie de le faire. Parce qu'il y a un sens là derrière. Il y a aussi l'idée de la boîte à musique. Il y a aussi leur conviction. Pourquoi est-ce que Vesper... qui étaient contre le fait de rejoindre leur troupe, les a finalement rejoints. Quelque chose que Vesper trouve attirant chez Crimson, qui est autre que le physique du personnage. C'est ses ambitions et sa volonté de vouloir faire bouger les choses, quoi. Oui, créer une société quasi parfaite, quasi idéale, sans différence, sans ostracisme, sans rien. C'est totalement utopiste, mais d'ailleurs Vesper le dit elle-même, elle trouve ça un peu idiot au début, mais finalement elle commence à y croire elle-même, jusqu'à ce que tous les rêves soient fauchés par l'histoire, quoi. Alors on découvre également certaines autres pages avec notamment la moitié de Vesper. Il y a une superbe planche ici où effectivement on a les 2 personnages en confrontation
où on s'est dit, ben, enfin on comprend le côté hybride L'hybride, ouais. qu'il Ouais, y a. ça m'avait embêté de ne pas pouvoir le montrer dans le tome 1 et je suis content d'avoir enfin pu le faire dans le tome 2. C'est pas encore son design réel. Hein. Là, si tu veux, c'est sa forme spirituelle, comme Vesper est en forme spirituelle dans cette planche-là. Donc, on n'a pas encore sa vraie forme, mais ce que j'ai envie, c'est que le lecteur se dise vivement le jour où on la voit réellement sortir, quoi. Alors, la même chose un peu, tu travailles énormément sur les teintes et sur les couleurs, et finalement en regardant un peu l'idée générale que tu donnes en teinte à certaines pages, on sait plus ou moins dans quelle catégorie, dans quel univers, dans quelle partie de l'univers on se trouve. C'est également un choix volontaire que tu as fait par rapport à certaines couleurs, plus ocre, plus mauve, etc. Ou tu l'as fait par rapport à l'histoire en elle-même? Les couleurs ont toujours une symbolique. Il y a une symbolique des couleurs. Le violet, en l'occurrence, c'est tout ce qui est rapport avec le nocivus, le mal, la magie. J'ai appelé oblivienne, donc c'est la magie interdite. Donc qui est liée aussi à la mère de Vesper, qu'on voit qui est vêtue de violet. Toutes les couleurs ont leur symbolique et c'est vrai que je m'amuse à jouer avec tout au long de l'album. La suite, on découvre en réalité à la fin un nouveau... Enfin, on ne le découvre pas encore, on le découvre en une case. En réalité, la dernière, elle a encore des frères et des sœurs cachés. Ou bien Non, ici, non, c'est la seule sœur qu'on va nous sortir. C'est ça, le seule sœur. Elle est plus jeune. Vania, ouais, plus jeune, ouais. Donc il y a une histoire avec elle et l'enfant de cristal qu'on voit juste à la fin, l'enfant de cristal qui va être assez important. Parce que j'avais envie de traiter de cette maladie dans ce monde-là. Donc un enfant qu'on pourrait un peu assimiler à un cancer en fait, parce que je me suis dit à quoi ressemblerait un cancer dans un monde de fantasy. Et dans un monde de cristal, finalement ce serait une sorte de cristallisation. Donc il y a une partie de son corps qui se cristallise et on appelle ces enfants-là des enfants de cristal parce que ils ne dépassent pas l'âge de l'enfance à cause de cette cristallisation sur eux. Et je trouvais que ça ressemblait un peu à un cancer. Ouais. Et j'avais envie de traiter de ça dans l'histoire. Et donc ce jeune garçon va rejoindre Vesper dans la suite de l'histoire. Et il est vachement intéressant. Parce qu'à l'inverse de Crimson, où les rapports étaient déjà établis dans le tome 1, là, elle va le rencontrer dans la suite. Et le lecteur va participer à cette rencontre. Et moi-même, je suis pris d'un peu d'émotion pour cette rencontre entre les personnages dans la suite de l'histoire. Alors, si on voulait être un tout petit peu romantique, ce tome-ci n'est-il pas une ode à l'amour? Parce que Vesper est prêt à faire le sacrifice énorme, le sacrifice ultime pour son prince. Elle a peu d'estime pour elle-même, je crois. Je m'étais pas vraiment posé la question en le faisant, mais après coup, c'est des réflexions que je me fais, mais j'ai l'impression que Vesper a peu d'estime pour elle, parce que toute sa vie, elle a été rabaissée pour ce qu'elle était ou ce qu'elle paraissait être. Là où Crimson, lui, elle le voyait chérir des ambitions et des motivations qui lui plaisaient beaucoup, qui la faisaient rêver. Et c'est pour ça que je crois qu'elle a plus d'estime pour Crimson que pour elle-même, en fait. Elle a vu un homme qui était capable de se battre pour ses rêves, de se battre pour avoir un monde meilleur, chose que elle, c'est quelque chose qu'elle ne croyait pas du tout, qui était totalement absurde pour elle. Et je crois que c'est de là que ça vient, le fait qu'elle l'aime autant, l'amour qu'elle a pu éprouver pour lui, et de là où elle est, de cet amour, forcément, de sa quête, finalement, de vouloir le reconstruire. En fait, partant de ces morceaux. J'ai l'impression qu'elle-même ne s'aime pas et elle est prête à donner sa place pour que Crimson continue à vivre, en fait. C'est ainsi que je le vois, c'est peut-être pas juste, mais c'est un peu ainsi que je perçois les choses. Alors, tu nous avais dit lors d'un petit échange, on avait eu droit à quelques petites confidences de ta part. Donc, le tome 3 démarre très très vite, elle est à bord d'un bateau, puis on va la retrouver dans un désert. Où en es-tu dans la conception et la réalisation de ce tome 3 ? Là, concrètement, je suis à la planche 41. Donc bien. Ça avance bien. Le tome 3 sera un peu plus long. Il fera 8 pages de plus que les autres. Et c'est une aventure assez différente. Parce que ça va nous parler d'autres choses, d'autres aspects de l'univers. Toujours par le biais de Vesper, qui est le personnage principal.
Mais c'est vrai que ça va être assez différent parce que Crimson et l'Archiméris vont être un peu mis de côté pendant ce tome-là. On aura de leurs nouvelles, hein, mais ça va pas être eux au cœur de l'action. Par contre, on va savoir plus sur Laura Crux, sur d'autres lieux, d'autres lieux du monde. On va un peu voyager. D'ailleurs, si tu regardes la carte. Ben voilà, justement, question sur la carte. Tu as l'arbre ici qui est, enfin le flux, ça semble être une île, ou en tout cas un archipel. Un archipel. C'est un monde en constant, qui est constamment en effritement, hein, donc qui est en train de se détruire. Et donc on commence l'histoire ici, à Valestiel, puis Vesper est emmenée en prison ici. Elle repart ensuite chez sa mère à la fin du tome 1. Puis dans le tome 2, elle fait tout ce parcours-là, elle retourne à Valestiel, et la fin de l'histoire se passe plus ou moins ici. Donc on a un peu exploré cette zone-là dans le tome 1 et 2. Dans le tome 3, on va partir ici, donc dans le désert et toute la mer intérieure. Et par la suite, on voyagera encore dans ces régions-là plutôt. Mais j'avais envie de bouger, en fait, de découvrir un peu le monde, de tout l'univers d'Etheria. C'est une volonté aussi de mettre tout ça dans ton jeu. De pouvoir ouvrir les univers, les différentes étapes et niveaux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour varier les décors. Et j'avais envie de cette notion d'aventure, tu sais, à l'ancienne, où on voyage, on découvre des nouveaux lieux, des nouveaux personnages. Ça, c'était vraiment une volonté dès le départ. Alors justement, sur cette carte, moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est cette partie ici. Ah ouais. On tombe dans le vide, il n'y a rien d'autre en dessous. En dessous, c'est le grand vide, ouais. C'est le grand vide, donc... En gros, c'est... C'est la notion de la Terre est plate. Ouais, j'aime pas trop... c'est un peu ça, c'est un monde plat, même si forcément j'ai dû penser, tiens, comment est-ce que le Soleil et la Lune fonctionnent dans un monde comme ça? Comment est-ce qu'ils se dirigent aussi? Forcément, ce serait plutôt avec un astrolabe pour se diriger grâce aux étoiles. On doit penser à toutes ces choses-là, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment le monde dans son entièreté? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Bon, ça, je ne peux pas en parler plus, évidemment, mais... Non. En gros, le monde est né d'un cristal qui est tout en bas, tout au cœur, et de ce cristal s'est développé l'arbre de cristal d'Etheria. À la surface, là où les nuages et où il y a de l'air, tout simplement, l'éther se diffuse et ça permet la vie. En dessous des nuages, il n'y a pas cette notion d'éther, et donc... c'est irrespirable, on meurt tout simplement si on tombe dedans. Aura-t-on un jour un tome qui serait qu'une encyclopédie? Donc tu reprendrais, tu développerais les différents personnages, les bons, les méchants, les lieux géographiques, les lois physiques éventuellement de ce monde. Ce serait pas mal, ouais. Je sais pas, c'est pas prévu, mais... c'est pas prévu. Mais ce serait pas mal, ouais. Bon, écoute, si jamais tu le réalises, on serait heureux. Tout à l'heure... quelqu'un te posait... Non, c'est toi qui posais la question par contre tout à l'heure. Sur la reprise de ta première série. Ouais. Alors, on en avait parlé il y a un an. Tu es toujours donc dans l'expectative, dans le doute, dans l'hésitation? Je n'hésite pas, je me pose pas vraiment la question, mais des fois j'y repense. J'ai une grande affection pour Barracuda, je me dis pourquoi pas, ce serait marrant de revenir dessus si on avait une bonne histoire. C'est pas prévu. C'est toujours pas prévu. Non, c'est pas prévu. Il n'y a toujours pas de... Mais en même temps, je me dis, est-ce que de toute façon, il n'est pas trop tard? Je sais pas, hein, j'ai pas la réponse à ça. Même si je me mettais à refaire un Barracuda, est-ce que il serait pas trop tard? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup d'y repenser, de me laisser rêver à, tiens, qu'est-ce qui serait devenu à l'heure actuelle. Ça, c'est peut-être par rapport à tous les personnages qu'un scénariste crée. Ouais, sans doute. Ouais. La sortie du prochain tome, donc, tu nous avais dit plus ou moins l'an prochain, à la même période. Ouais. Donc, tu vas garder ce rythme d'un album par an? Ouais. C'est assez soutenu pour moi, mais je vais y arriver. Ouais. Tu vas y arriver. Super, donc on sait déjà quand on va pouvoir se prendre rendez-vous alors c'est ça, pour le prochain tome. Alors bon, comme on essaye toujours justement de conserver plus ou moins ce petit quart d'heure, sais-tu que nous y sommes déjà? Sérieux? À ce quart d'heure, ça n'a pas l'air comme ça. De nouveau, y a-t-il une question que tu aurais aimé que l'on te pose et que l'on a oubliée? Ah non, j'en ai pas. Zut. Non, zut. Non, mais c'est bien. Et qu'est-ce que j'avais dit l'année passée? Il n'y en avait pas non plus forcément, je n'ai pas souvenance. Mais bon, l'an dernier, comme c'était la première capsule que nous faisions ensemble, il y avait eu des questions plus générales. Jérémy, en 3 mots, ta BD préférée et tout. Je ne vais pas recommencer, j'imagine que tu es toujours le même. Je crois que les réponses changeront à chaque fois. Et que
c'est vrai que voilà. Le fait de réaliser enfin une série à toi, ici, dans laquelle tu peux créer tout un univers, y compris en jeu vidéo, est-ce que ça a changé ta vision de la bande dessinée ou de l'art ou de ton métier en général? Non, parce que en fait j'ai l'impression euh, de vraiment faire de la BD, pas que j'en faisais pas avant, mais le fait de devoir m'impliquer pleinement, j'adore ça en fait. Je suis dans une constante création, un constant mouvement. Je suis dans un truc assez obsessionnel où j'arrive plus à ne pas penser à mon travail. Partout où je vais tout le temps, j'ai toujours une scène en tête, un personnage, un design, quoi que ce soit, un détail, mais j'ai toujours la tête à ça. Euh, En fait, j'adore cette sensation. Pour moi, c'est le truc tellement parfait, quoi. J'ai envie que ça continue tout le temps, enfin j'espère. Mais voilà, Longtemps, plus. ça te fait planer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est pas trop dangereux et au contraire, c'est très créatif. Non, faut pas le voir du tout comme un danger. Au contraire, je pense que c'est une bonne chose d'être obsédé comme ça par ses créations. C'est ce qui fait que le lecteur rentre dans des univers riches, variés, surprenants. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. Alors, dernière question, on te l'avait posée la dernière fois, mais bon, on va voir si éventuellement, avec ce tome 2, la réponse va changer. Quel serait ton personnage préféré désormais dans la série, dans ta série Vesper? Y a-t-il un personnage sur lequel tu serais plus sensible si tu lui faisais vivre des choses moins agréables? Ah ouais. Je reste forcément proche de Vesper. Après, là c'est parce que je suis dans le tome 3, mais j'aime beaucoup le nouveau personnage qui arrive à la fin, et l'enfant de cristal. Le fait de pouvoir en parler, de raconter son histoire, et il apporte vraiment une certaine fraîcheur à l'histoire, et le fait d'avoir un regard d'enfant, parce que parler de l'enfance, c'est aussi parler de l'avenir, mais pourtant parler d'avenir avec un enfant dont on sait que l'issue est pas super favorable à cause de sa maladie, et en même temps, il y a un truc qui se passe entre eux, avec Vesper et Zarak. Il y a une bonne alchimie entre les trois personnages. Vesper commence à s'attacher à lui, et je crois qu'on vit tout ça avec le lecteur, et moi-même je le ressens aussi, alors j'espère que le lecteur le ressentira dans le tome 3 aussi. C'est vrai que Zarak de temps en temps est fort moralisateur et n'hésite pas à sa manière de penser à Vesper, qu'il n'apprécie pas tout le temps d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est effectivement assez intéressant, puisque finalement l'un sans l'autre il n'existe pas. C'est ça, ouais. Vesper n'est pas intéressante sans Zarak, hein. Mais ça je le savais dès le départ, hein. Vesper c'est un personnage hyper sérieux, elle est obstinée et tout, mais seule, c'est pas un personnage qui fonctionnerait pour moi. Mais du fait qu'il y a Zarak, il y a cette balance entre les deux, il apporte l'humour là où Vesper est très sérieuse, et donc les deux ensemble fonctionnent plutôt pas mal pour moi. Fonctionne pas mal. Eh ben, écoute Jérémy, merci beaucoup de nous avoir consacré ce petit quart d'heure, 20 minutes. Merci à toi. Après cette longue séance. Que je termine avec ton dessin. Voilà, il n'y a pas de problème. On se revoit de toute manière l'an prochain pour le tome 3. Yes, ça marche. Donc d'ici là, si tu fais autre chose, il n'y a pas de problème. Vous, évidemment, vous connaissez la chanson maintenant, on va pas revenir dessus à chaque fois, tatati tatata. Moi, je sais déjà quelle est la prochaine. C'est pas dans tellement longtemps. On va changer complètement d'univers et de style. Je vous tiens au courant. Et d'ici là, on va d'abord remercier Slumberland Woluwe pour cet accueil. Cédric notamment qui nous a bien concocté tout ça. Jérémy de nous avoir consacré ce temps-là. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, ce soir, je crois qu'on perd 1 heure. Bye bye.